Le Congo est le plus long fleuve d'Afrique après le Nil. Son débit est le second du monde derrière celui de l'Amazone. À lui seul, le Congo déverse dans l'océan Atlantique la moitié des eaux de l'Afrique. Du centre-est du pays qui porte son nom, jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine, s'étend la région de la Cuvette. Son point le plus bas est un carrefour de confluence entre le fleuve Congo, l'Ubangi, la Sanga, la Likuala aux herbes et la Likuala Mosaka, qui constitue une vaste dépression dont la seule partie inondable couvre près de 220 000 km², la moitié presque de la France. Ces terres inondées souffrent du manque de voies de communication. Alors la Cuvette est une région particulièrement isolée, dont certains villages ont sombré dans l'oubli et illustrent une nouvelle réalité de l'Afrique qui ne jure plus que par ses villes. C'est le cas de Bonga, un village de la rive droite de la Sanga, à 10 km en amont de la ville rivale de Mosaka, qui lui a en moins d'un siècle ravi le titre envié de capitale administrative. Vers les années 1885, Bonga avait déjà l'administration, le premier recensement. On avait recensé les gens, c'était aux 5000 habitants. 5000 habitants. Quand on m'a demandé de faire le recensement d'aujourd'hui, Bonga a maintenant 345 habitants. Et au niveau de l'école, s'il faut voir, c'est au moins 150 élèves. Parce qu'il y a des enfants qui viennent de compléments environnants, et puis il y a des quartiers en amont, Bonga 2, Bonga 3 et puis Bonga 4. Bonga est aujourd'hui difficile à localiser sur les cartes. Mais entre 1904 et 1912, le village s'enorgueillissait d'être l'unique centre administratif de la zone. La Grande Guerre est arrivée jusqu'ici, et Bonga fut même le théâtre d'enjeux militaires. Vers les années 1914-1918, il y a eu les conflits germano-français ici, parce que au nord, vers le Cameroun, les Allemands occupaient Molundo jusqu'à Likelemba dans le département de la Songa. Et puis ils sont arrivés aussi bien avant ici à Bonga pour occuper Bonga. Quand les Français voulaient récupérer aussi le territoire jusqu'à Mosaka et puis Likelemba, il était question, il fallait attaquer Bonga. Arrivé en aval de Bonga, au moins 1 kilomètre, il y a la sirène qu'on appelle Ekoulimaï. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pour mettre le banc de sable, ils ont barricadé le fleuve. Et puis ils lançaient des munitions vers Bonga. C'est là où les Allemands ont pris fuite vers Edjama. Et puis ils ont récupéré le territoire. Maintenant, en partant, il y avait Lambek Bongenda qui est resté. Et on l'a amené à Mosaka, là où se trouvait Henri Tréchaud, avec son frère Jean Tréchaud. Là-bas, il était nommé comme directeur général de la compagnie. La compagnie exploitait l'huile de palme. Et Mosaka n'était quant à lui qu'un grand village de pêcheurs que les frères Tréchaud tentaient de promouvoir. Bonga était un poste de douane important et un comptoir colonial de premier ordre. Aujourd'hui, la seule activité qui reste aux villageois de Bonga est la pêche, qui a longtemps constitué une ressource vivrière pour la communauté et assurait son autosuffisance alimentaire. On pratiquait une pêche traditionnelle pour les seuls besoins de la famille. Mais ces 50 dernières années, le commerce est allé crescendo. Et pour être trop pêché, le poisson aujourd'hui se fait plus rare. Les pêcheurs sont optimistes. Ils s'en remettent au ciel et pensent qu'un jour le poisson reviendra en abondance. Mais leur activité économique marque le pas. Ils doivent tout de même nourrir leur famille. Alors ils emploient toutes les techniques possibles. La stratégie n'est pas sans risque. Dans les marécages, les serpents et les crocodiles présentent de grands dangers pour ceux qui s'y aventurent. Mais il faut pêcher, coûte que coûte. Cette difficulté achève de les convaincre. Bonga se vide lentement de ses habitants,
attiré par le développement économique de sa grande rivale. L'ultime argument que ses responsables tentent de faire valoir est qu'à Banga, on a les pieds au sec, alors que Mosaka est inondé une grande partie de l'année. Les villages qui se vident à Mosaka, c'est à cause de l'inondation. Les gens veulent se regrouper en masse à Mosaka. Mais Bonga est sur la terre ferme et il ne se vide pas comme d'autres villages. Vous voyez l'exode rural qui a fait de telle sorte que les Bonga se vide. Sinon, réellement, Bonga n'avait pas voulu aussi se vider tel que vous l'entendez dans d'autres villages. Bonga s'est vidé aussi dans des raisons économiques, de modernisme. Les gens se déplacent, c'est pourquoi je vous ai parlé de l'exode rural. Les gens sont déplacés ici pour aller chercher de l'emploi en ville. Mais ici, s'il y avait des sentiers, des travaux qui pourraient faire garder la population sur place, ils devront rester, le village devait être constitué. L'indépendance du Congo en 1960 a donné des ailes au pays. Les villes ont grandi et le progrès s'y est installé. Sur les berges du fleuve Congo, les villages se sont livrés à une rude compétition pour profiter de cette dynamique. Dans les décennies qui avaient précédé, les entrepreneurs de Mosaka n'avaient pas manqué de louer ses atouts aux explorateurs et administrateurs divers qui n'eurent aucun mal à se laisser convaincre que sa position géographique était en effet idéale. Mosaka était bâti sur un nœud de rivière et formait tout naturellement la porte d'entrée et de sortie de la région, une sorte de plaque tournante, le carrefour de toutes les voies navigables. Grâce à ce lobbying, le 1er novembre 1912, Mosaka est ainsi devenu le premier poste de surveillance au bord du fleuve Congo. Le glorieux passé de Bonga du même coup a commencé à se ternir. Une à une, toutes les structures administratives ont été transférées vers Mosaka, qui s'est aussi emparé du leadership des expéditions vers l'intérieur du pays. Dans toute la région de la Cuvette, les villages traditionnels ont vite payé la rançon de cet exode. Les familles se sont dépeuplées et les enfants les ont quittés sitôt adultes. On a rapidement manqué d'hommes et de bras pour les champs. Bonga n'a pas échappé à la règle. Aujourd'hui, on s'y occupe comme on peut. Mais l'ennui et le désœuvrement continuent de précipiter les jeunes vers les villes où tout semble plus beau. La pêche, qui avait un temps laissé espérer des débouchés économiques, souffre elle aussi de la surexploitation. Au niveau national, le secteur fait vivre 12 000 artisans, dont 10 000 sont des pêcheurs professionnels ou semi-professionnels, qui exercent leur activité en eau continentale. À cette estimation, il convient d'ajouter environ 54 000 emplois indirects, et le tout donne une idée de la difficulté d'en vivre. Les poissons ne sont plus nombreux à cause de la prolifération de méthodes de pêche. Ensuite, le Sahara, là où se trouvait le profondeur d'eau, pour l'instant, il y a des bancs de sable. Et il y a des poissons qui aiment là où il y a le profondeur. Donc, il y a aussi la population est arrivée nombreuse. C'est pour cela qu'il y a eu la disparition des espèces de poissons au niveau de notre localité. Ici, les affluents du fleuve Congo sont nombreux et la variété des cours d'eau procurait une grande diversité d'espèces. Cette richesse a fait la réputation de la cuvette
dont la production locale était réputée dans tout le pays, et jusque sur les quais de Brazzaville. Mais aujourd'hui, les pêcheurs s'inquiètent de certaines méthodes de pêche qui mettent, selon eux, l'avenir en danger. Maintenant, il y a des problèmes illicites, par exemple au niveau de la forêt, les produits chimiques, l'utilisation des produits chimiques tels que les savons, les escargots. Il y a certaines personnes qui vont à la forêt avec les essences, les choses modernes là, et parce que à l'époque de nos ancêtres, les gens utilisaient par exemple les corbeilles, les hameçons avec les appâts, mais aujourd'hui pour avoir beaucoup de poissons, il faut prendre les produits chimiques pour gagner mieux, et c'est pour cela qu'il y a eu des disparitions de poissons, surtout au niveau de la forêt. Le secteur de la pêche est capital pour l'économie du pays. Avec une production de l'ordre de 60 000 tonnes, la consommation moyenne par habitant est l'une des plus élevées en Afrique, ce qui impose de veiller aux ressources et à l'environnement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les nouvelles techniques ne sont pas les seuls responsables de la raréfaction du poisson. La rentabilité de la pêche a aiguisé les appétits et on le traque désormais partout et en toute saison. Alors se pose inévitablement le problème de la reproduction et les spécialistes craignent déjà que certaines espèces aient disparu. Maintenant, au niveau du fleuve, les filets ne sont pas vraiment en permanence. C'est-à-dire que la nuit comme le jour, les pêcheurs vont pêcher, il n'y a pas de repos. Donc, à l'époque de nos papas, il y avait des repos. Donc, on peut dire que bon, il faut faire 6 mois en repos et puis après, on vient pratiquer la pêche. La pêche continentale fournit près de la moitié des captures nationales. L'amélioration des techniques de production et de transformation, celle des infrastructures de base, permettrait à long terme de doubler la production. Mais la pisciculture reste marginale, malgré les efforts conséquents entrepris pour développer l'activité et compte tenu des nouvelles orientations macroéconomiques du pays. Le village de Bonga, lui, subit l'époque. Moi, je suis le président de ce village. On a maintes fois tenu les assemblées sur ça. Mais on a écrit au niveau de la sous-préfecture, mais on attend toujours la réponse. Nous, on ne peut pas prendre les mesures sans avis du district ou soit du gouvernement. Parce que dans notre pays, il y a l'État qui est là, le ministère de la Pêche. Et seul le ministère de la Pêche peut rédiger une constitution qui peut nous édifier pour ne pas pratiquer les pêches non acceptables dans notre région. Pour moi, d'abord, il faudrait qu'on enlève les filets de 2 mailles, 1 maille et demi, et que ce soit les éperviers de 2 mailles. Il ne faut jamais utiliser les hameçons de numéro 16 et numéro 20. Ça peut prendre même les frétins, ça capture même les frétins. Donc tout ça, il faut abolir. Donc pour moi, avec le temps, nous devons mettre en application pour que les poissons soient payés en abondance, comme à l'époque de nos anciens. Le chef du village désapprouve cet acharnement. L'avenir de la pêche passe plutôt par une meilleure gestion des ressources
et une vision à long terme de ce patrimoine. Dans le village, la pêche fait vivre 90% de la population et on réclame des règles qui s'appliqueront à l'ensemble de la région. L'autodiscipline s'avère difficile et seuls les textes permettront de normaliser la situation. Loin d'ici, à Brazzaville, on rédige ces lois futures. Mais l'éloignement rend difficile une vision claire du problème et ralentit les décisions. Les pêcheurs de la cuvette, eux, n'ont pas de temps à perdre. À l'ancienne ou pas, il faut tous les jours ramener du poisson. Il sera en majeure partie acheminé jusqu'à Mosaka, qui constitue aujourd'hui l'unique pont commercial avec le reste du pays. L'avenir, c'est-à-dire qu'il faudrait que d'abord nous-mêmes, nous devons sauvegarder l'environnement et nous devons mettre en application ce qui ne sont pas bons. Et maintenant, si en respectant ça, je pense qu'on peut aboutir à avoir beaucoup de poissons en abondance. Mosaka, elle, vit au rythme des inondations, plus ou moins importantes. À la saison des hautes eaux, certaines zones deviennent inaccessibles et les populations sont alors obligées de se déplacer en pirogue. Sur 110 hectares construits, 75 sont inondés au mois de novembre, décembre et janvier. Et seuls 5 à 6 hectares sont épargnés par les crues exceptionnelles. Le reste du temps, le marais couvre une partie importante des zones habitées. La ville perd alors tous ses charmes. Les moustiques pullulent et les riverains vivent dans des conditions sanitaires précaires. Pour éradiquer tout ça, de nombreux projets de remblais ont été imaginés par le passé. Mais les rivières ont été les plus fortes et les ouvrages étaient régulièrement emportés par les flots. Il fallait un véritable plan de bataille pour que la vie des habitants de Mosaka change vraiment et que la ville entre définitivement dans une phase de développement. Mosaka, la rivale de Bonga, s'est donc engagée dans un projet pharaonique. Bâtir tout autour de la ville 7 km de digues qui la garderont au sec. Le ceinturage des berges permettra de les stabiliser et de contenir le sable utilisé comme remblai, dragué au fond du fleuve.
l'ouvrage qui atteint 7 mètres de haut par endroit est un nouveau concept adapté aux contraintes spécifiques du lieu. Plusieurs techniques sont utilisées pour construire la digue. Dans les parties subissant des contraintes hydrauliques fortes, d'immenses tubes remplis de sable forment l'assise. On ajoute par-dessus une sorte de millefeuille composé de couches successives de sable et de grillage, renforcées par un géotextile. Tout le monde était convaincu que l'augmentation de population que va entraîner cette mise à sec allait apporter son lot de nouvelles perspectives professionnelles. Mais d'autres conséquences de cet afflux massif n'ont pas tardé à se faire sentir. Les femmes, majoritaires dans la région, peinent à occuper les emplois plus modernes qu'elles espéraient trouver en arrivant. Et le commerce des mallettes de poissons fumés demeure la seule alternative qui leur soit vraiment offerte. Le nombre de celles qui la pratiquent a créé un marché très concurrentiel. Les femmes sont ambitieuses à Mosaka parce que nous avons l'idée. Beaucoup de femmes ont aussi des diplômes. Un jour, une femme peut être une députée à Mosaka, peut-être aussi une sous-préfète, bien une ségrégate, parce qu'ils ont beaucoup d'idées à faire. Il y a des diplômes qui chôment ici, beaucoup de femmes ici. Là, peut-être on fait maintenant vendre les poissons parce qu'il n'y a pas de travail. On a des diplômes, tels que moi-même aussi. J'ai aussi les diplômes de BPC. Mais là, je chôme, je vends maintenant les mallettes. J'ai l'idée que plus tard, je travaillerai. Qu'elles aient les pieds dans l'eau ou au sec, les femmes de la cuvette ont beaucoup d'énergie. Cette énergie fait aussi la force de Mosaka, puisqu'elles la mettent au service du développement de la ville. À Mosaka, il existe ainsi une cinquantaine de mouvements associatifs, regroupant des femmes qui souhaitent que leur destin évolue avec celui de la ville. Le poisson fumé ne présente aucun avenir, et les femmes de Mosaka ne veulent pas rater le train du progrès. Ça va changer parce que il y a eu encore une évolution, parce qu'on ne va pas seulement être toujours les vendeuses de mallettes. On peut venir ici, même le député nous prend et nous donner un peu quelque chose de travail on va faire. Je vais travailler peut-être, je vais manier l'ordinateur à l'internet. Bien, je vais faire même un autre travail, même enseignement. La situation économique et le manque d'équipement des villages sont les premières causes de l'exode rural. La pêche ne garantit plus de revenus stables et la modernisation annoncée de Mosaka fait désormais rêver tout le monde. Les villages comme Bonga souffrent de l'absence d'industrie ou d'activité agricole à grande échelle. On y pratique une agriculture de subsistance sans aucune mise en commun des moyens. Les produits cultivés ont peu de débouchés commerciaux et ne bénéficient que d'un faible soutien technique et financier. L'élevage quasi inexistant de bovins, de vins et de volailles oblige les commerçants à s'approvisionner sur les marchés plus fournis, comme celui d'Oyo à une journée de pirogue, et les prix qu'ils doivent pratiquer sont exorbitants pour des villageois peu fortunés. Sur le plan de l'éducation, tous les cycles scolaires connaissent de nombreux problèmes relatifs à l'insuffisance d'enseignants, de salles de classe, de tables, de bancs et de matériel technique. À Mosaka, l'enseignement dispensé est beaucoup moins théorique et profite directement aux besoins du développement de la cité qui forme les jeunes selon l'évolution des besoins. Dans les ateliers d'apprentissage, ils peuvent recevoir une formation technique qui leur garantit des revenus à coup sûr. Avec ses 8000 habitants, la petite cité de Mosaka
est considéré comme un Eldorado. Pour les garçons nés dans ces villages du district de la Cuvette, dans ce nord un peu oublié du Congo, la question du choix professionnel ne s'était jamais vraiment posée. Ici, la pêche faisait partie intégrante de la culture et le destin radieux de Mosaka a ouvert de nouvelles perspectives. Bonga est définitivement boudé par les jeunes. Là-bas, il n'y a plus de métier. Donc je veux seulement ici à Mosaka. Et la nourriture, c'est difficile là-bas. Donc on fait seulement du champ. Donc c'est pas normal. Moi, j'aime pas la pêche. Donc, toutes les personnes qui ont donné de faire la pêche, moi, je préfère pas de faire la pêche. Donc, je préfère de faire ce métier. Là-bas, c'est pas bon. Donc, moi, je vais seulement ce métier-là. Donc, je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que Dieu va me lever. Kombenga yedera miye kaminya mi barye zambili lamute na kelinde nzambe re nzambe sobina bomi moro bosamba yeye izwa kase moto nzete terrain lobi na lobi. Le métier de la pêche, le métier est vieux, il a été pratiqué par nos ancêtres et les jeunes actuellement n'ont pas la même vision que nos ancêtres. Bon, et puis en dehors de ça, le poisson comme tel, il n'est plus en abondance comme autrefois. Donc il y a ce problème-là, il y a la rareté du poisson. Et aujourd'hui, les jeunes ont pensé aussi à autre chose que le métier de la pêche. Il n'est pas dit que l'homme de Mosaka doit être condamné à faire la pêche comme nos ancêtres. Donc les jeunes ont une autre vision que nos ancêtres et ils viennent dans l'espoir de trouver à Mosaka, par exemple, ce qui est commode. C'est ce qui est commode à l'actualité. Mais malheureusement, ils sont butés au problème de la qualification, sinon de la formation des jeunes. L'arrivée massive de ces jeunes n'est pas simple à gérer pour la municipalité de Mosaka. Le phénomène est récent et rien n'était vraiment prévu pour leur garantir un avenir. Il a fallu organiser à Nahat des ateliers d'apprentissage pour rompre définitivement avec la pêche et faire en sorte que ce sang neuf devienne une composante active du développement. Le chantier de Mosaka, qui devrait modifier à terme le destin de la cuvette, on le cite en exemple dans toute l'Afrique. Il est un peu comme le glas qui sonnerait pour Bonga et son passé révolu. Mosaka symbolise l'Afrique en marche, et même si de nombreux obstacles se dressent au quotidien, la fierté donne des ailes aux promoteurs de l'œuvre. Il reste de nombreux problèmes à résoudre, mais le pragmatisme pallie l'absence de moyens ou d'expérience. Sous les assauts du canon à sable, l'eau recule, et son repli est une grande victoire. Il faut dire que cela, c'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Au début, ça a été la mise en œuvre de tous les travaux. Comme on l'a toujours dit, tout début a toujours des difficultés. On a rencontré beaucoup de difficultés sur le terrain. Avec la foi, aujourd'hui, Mosaka devient une ville moderne. Vous avez vu aujourd'hui, Mosaka bénéficie aujourd'hui
des visites du tourisme, on peut dire. Tourisme, aujourd'hui, Moussaka, on parle de Moussaka peut-être dans l'Afrique et peut-être dans l'Afrique et peut-être dans le monde. C'est grâce à la réalisation de ce projet qui est peut-être le deuxième pays, si j'exagère, le deuxième pays en Afrique au Congo. Et la ville de Moussaka bénéficie aujourd'hui de la mise en œuvre de ce projet et qui aujourd'hui tout le monde parle de Moussaka parce que on a mis en œuvre ce projet. Il faut vous dire que c'est une réussite pour le Congo et pour l'État congolais. Dans l'euphorie du chantier, les gens de Moussaka n'en perçoivent pour l'heure que des points positifs. Mais à Bonga et dans les autres villages, on relativise un peu ce succès. On ne modifie pas impunément l'environnement, et l'avenir pourrait bien réserver son lot de mauvaises surprises. L'assèchement de la ville présente déjà des conséquences sur les températures observées. La végétation aquatique présente jusqu'alors constituait une sorte de climatiseur naturel, et certains habitants affirment que son élimination a provoqué une augmentation moyenne de 1 à 2 degrés de la température dans la cité. La conséquence la plus douloureuse au regard des mouvements associatifs est la difficulté de procurer des terrains à tous les nouveaux arrivants, attirés par les promesses de Moussaka. Si les aspects bénéfiques du chantier pour l'emploi sont indéniables, le challenge qu'il constitue pour le logement est sujet à polémique, car la digue de protection interdit toute extension possible de la cité. Nous pensons que ce n'était pas normal. La digue devait en réalité couvrir le littoral du fleuve. Mais quand elle passe vers là-bas, vous voyez, à Moussaka, il y a une population pléthorique. Dans une parcelle, on peut rencontrer 20 à 35 personnes. Et tel que l'on est en train de diriger une digue vers là-bas, ça sera une difficulté. Et cela ne mettra pas trop de temps. Après au moins 5 ans, il y aura des problèmes. Là, présentement, à Moussaka, la parcelle coûte cher. Elle peut atteindre 5 à 6 millions. Et dans le temps à venir, tel que Moussaka a difficulté de terrain, les plus vont monter, les plus de terrain vont monter. Ça va atteindre dans les 10 à 12 millions. C'est pas bien parce que l'homme de Moussaka aura des difficultés pour s'acquérir une parcelle. Une parcelle et ça sera très mauvais. Nous on a pensé que la ville devait continuer à s'étendre pour que chacun ait sa portion de terre. Mais tel que ça se fait là, tel que ça se passe, ça sera des difficultés pour l'homme de Moussaka. L'homme de Moussaka est aguerri, il est habitué, il connaît ce qu'on appelle par inondation. Il est né comme ça avec les moyens de pouvoir se défendre pendant l'inondation. Et c'est comme ça, même avant que le système de la drague n'arrive, vous verrez que quelque part les gens surélevaient les terrains pour y vivre. Et pendant aussi les grandes inondations, telles que celle de 61, il y avait des bateaux qui étaient arrivés pour que les gens puissent vivre dans des barges. Mais l'homme de Moussaka a dit non, il avait préféré lutter contre l'inondation parce que c'est naturel. Par rapport au sable, il n'y aura pas possibilité de faire l'agriculture. Et en dehors de ça, pour pouvoir construire, il faudra attendre un certain temps, quelques années après, pour pouvoir construire. Le drainage du sable, je pense, va peut-être permettre aux villageois d'exercer des activités telles que l'agriculture. Je pense que ça sera très fiable à la population. On ne peut pas cultiver directement dans le sable, mais il y a des méthodes, il y a des endroits de Moussaka où on peut faire l'agriculture. Il y a des endroits de Moussaka qu'on peut faire vraiment l'agriculture. L'agriculture pour nourrir toutes ces bouches est plus vitale que jamais.
la région, dépourvue de routes, ne peut compter que sur sa propre production, qui dépendait jusqu'alors des faveurs du ciel et du courage des femmes. Dans notre localité ici, on est vraiment derrière les hommes. Donc il fallait que nous prenions les idées pour travailler en groupement, pour nous faciliter de se développer. La maîtrise et le contrôle de l'eau qui entoure Mosaka permettra à terme de créer des réseaux d'irrigation. Mais en attendant, le sable que l'on projette un peu partout pose de nouveaux problèmes que les femmes s'efforcent de solutionner. Elles se sont regroupées et ont cherché d'autres terres plus fertiles, en dehors de la nouvelle enceinte sableuse de Mosaka. Elles ont fini par choisir de cultiver sur les nombreuses îles qui font face à la cité. Ces îles sont sujettes, elles aussi, aux inondations et sont formées d'une terre de très bonne qualité pour l'agriculture, car l'eau, en se retirant, dépose des alluvions et des sédiments qui la rendent particulièrement riche. Mais les résultats obtenus le sont au prix de quelques heures de pirogue quotidienne. On a vu qu'ici, c'est un peu rapide. Lorsqu'on cultive ici, dans 6 mois, on récolte. Donc c'est un peu rapide, on va fonctionner en tout cas rapide. L'inconvénient ici, c'est l'eau. Lorsque l'inondation arrive, on est obligé d'enlever. On attend dans 3 mois, l'eau part et on commence. Malgré toutes les promesses de son chantier, Mosaka connaît donc une vague de pessimisme qui redonne espoir aux responsables de Bonga. Leur village est fait de bonnes terres fermes et ils comptent bien faire valoir cet atout. L'agriculture, il y a la terre ferme qui est là, bon, on n'en pratique pas. Mais si on enseigne ça dans l'école, on éduque des jeunes, ces jeunes-là peuvent mettre en pratique. En ce moment, je fais la pratique comme on l'avait dit depuis l'école d'éducation de base. Je mets ça en pratique. Parce que ici, c'est la terre ferme. Pour chacun de nous est possible d'aller construire une maison sans pourtant draguer. Sans pourtant mettre même le sable pour qu'il construise une maison. C'est une terre ferme qui va des kilomètres et des kilomètres. Mais quand il y a l'électricité, il y a tout, le tout est déjà là, il y a des sentiers, il y a l'agriculture, il y a le levage, il y a l'électricité partout. Vous verrez qu'il y a des gens qui viendront ici en masse. Même ceux de Mosaka pourront venir ici, ils pourront se déplacer. On peut regarder que ça sera comme 2 villes, comme Kisasa et Brazzaville, hein, ça sera comme ça. Aujourd'hui, ce sont les frères de la très proche République démocratique du Congo qui viennent timidement repeupler le village. Ces clandestins qui fuient une situation trop chaotique dans leur pays sont les bienvenus et très vite intégrés au sein de la tribu. Le travail qu'ils fournissent est un apport financier pour le village. Mais inévitablement, tous espèrent voir un jour leurs enfants le quitter et partir étudier à la ville. Le problème se répète donc, et il semble que rien ne puisse résister au chant des sirènes de la proche cité de Mosaka. À Bonga, tout part à volo, et faute d'avoir à les transmettre, les habitants des villages ont fini par perdre leur tradition. Le savoir-faire, les techniques peut-être les techniques de récolte, de techniques de la cueillette a disparu. La façon de tuer des animaux, des gibiers, des poissons a disparu. Les gens ont pris d'autres techniques ces techniques-là sont modernes. Cette modernité a fait de telle sorte qu'aujourd'hui nous sommes
en décadence de l'animal et du poisson. Maintenant, dès que chacun de nous est arrivé à sa manière, il fait les choses selon lui. Il ne suit plus la tradition. Il ne suit plus les lois qui sont au village liées à la tradition. Donc chacun de nous fait maintenant ce qu'il veut. C'est pourquoi vous voyez un peu une disparition des choses. Et d'où cette contradiction aussi a fait de telle sorte que la jeunesse se déplace de là où il était pour ailleurs, pour trouver sa vie meilleure. Le bilan fait apparaître les erreurs du passé. Les villageois ont trop longtemps délaissé l'agriculture pour la pêche, même si aujourd'hui, la tendance semble un peu s'inverser par la force des choses et le manque de poissons. Bonga s'efforce de ne pas sombrer dans la nostalgie. Ici, c'est maintenant la modernisation. Pendant ce temps, vers les années 1900, les gens vivaient à la cueillette, à la tradition. Ne pose pas ici que les problèmes liés aux inondations qu'elle provoque. Le plus ennuyeux est sans doute celui lié à la qualité de l'eau du fleuve, qui se dégrade elle aussi. Mosaka s'est enrichi et tente pour sa part d'engager les moyens d'y pallier. Mais depuis toujours, on consomme librement les eaux brunes qui cernent la cité, et les habitants n'en ont jamais pris soin. Le nouveau statut de la ville provoque l'inquiétude. De l'eau du fleuve qui n'est pas traitée pourrait avoir des conséquences sur la santé de la population. Et quand elle n'est pas traitée, il pourrait avoir chaque fois des conséquences sur certains patients qui ne pourraient pas peut-être supporter. Donc, s'il faut dire des maladies que nous avions citées, entre-temps des maladies à caractère diarrhéique, qui pourraient entraîner, vous savez, des conséquences. Ici, nous sommes dans une localité où la population est éparpillée. Il y en a d'autres qui vivent dans les campements et qu'ils ne sont pas ici dans la périphérie. Et plutôt, ils ne sont pas ici au centre. Dans notre périphérie, c'est presque des campements, puisque c'est dans les campements. Vous savez, c'est un campement, il est autour de l'eau. Et que la consommation, ça ne peut qu'être de l'eau du fleuve qui n'est pas traitée. Donc ils n'ont pas, là où ils sont installés dans les campements, ils ne seront pas à mesure de pouvoir faire un tour ici au centre et d'approprier de l'eau potable pour en amener au campement. Donc ils ne peuvent que boire ce qui est là devant eux. Donc de l'eau non traitée qui est du fleuve, de l'eau qui coule. Ils ne peuvent pas venir s'approvisionner, s'il faut dire. S'approvisionner ici au centre pour amener de l'eau dans les campements, donc ils ne boivent que là. Donc c'est cette population qui est cible, celle qui est d'abord dans les campements, en première vue. Et puis ceux qui sont sur place ici au centre, c'est pas tout le monde qui a une fontaine. C'est pas tout le monde qui a une fontaine. Pour que chaque fois il peut prendre de l'eau traitée. Et puis la SN2 a des heures qu'elle livre de l'eau. Il faut dire que les fontaines publiques sont un peu ouvertes. Il y a des heures. Et à ce moment, quand vous avez envie de boire, et qu'il n'y a pas de l'eau au niveau de la fontaine et de par les mentalités, comme je l'ai dit tantôt, les gens
À ce moment-là, font recours toujours à l'autre fleuve. La concentration des populations poussées dans les villes par l'exode rural est à l'origine de ces nouveaux enjeux sanitaires. Le progrès s'installe lentement, trop lentement parfois, et la modernisation des infrastructures n'avance pas toujours au rythme des besoins. Mosaka n'exclut pas la menace d'une épidémie de choléra. Alors, le dispensaire informe sur les risques de consommer des eaux non traitées et la Société nationale des eaux de son côté tente de convaincre la population que l'eau est une ressource qui a un prix. Mais les riverains du fleuve ont du mal à se faire à l'idée qu'il faille payer pour boire. Et seul le temps permettra d'obtenir les résultats souhaités. Mosaka expérimente les Turlois et les théorèmes du progrès et du développement. Tout comme la Société nationale des eaux, obligée de moderniser ses infrastructures pour prévenir les risques, la communauté s'arme lentement contre les ennemis de la multitude. La Société de l'eau à Mosaka reste encore un chantier. Un chantier parce que on a eu à notre installation ici, on a rencontré des problèmes techniques à la station, surtout des problèmes liés à la qualité de l'eau. Et donc nous avions pu comprendre qu'il y a eu donc des problèmes d'imperfection au niveau des installations qu'on a implantées ici. Et donc, il fallait bien que les gens étudient comment corriger cela, afin de pouvoir maintenant distribuer de l'eau. Parce que l'eau qu'on donnait avant n'était pas trop bon à boire, voire même à consommer. Les habitants de Mosaka connaissent donc les premiers revers des promesses de la ville. L'alternative du moment consiste à puiser l'eau souterraine, mais elle nécessite elle aussi un traitement, car l'augmentation de population a provoqué une hausse du niveau de la pollution qui atteint les puits et les nappes phréatiques. La municipalité œuvre pour rendre les puits fiables et fournir une eau traitée en quantité, mais au dispensaire, on craint tout de même que de nombreuses familles continuent à s'approvisionner au fleuve. La Société nationale des eaux est un peu à l'image des responsables de Bonga. Elle n'avait pas imaginé que le développement de Mosaka irait si vite. Notre production actuelle sera de 300 mètres cubes. Vous voyez sur l'ensemble de la population. Déjà le Mosaka centre seulement, on estime la population à 15 000 habitants. Vous voyez, c'est un problème. Je crois bien que au fil des années, les gens vont regarder ce problème d'augmentation de potentialité en réserve d'eau. Mosaka, à l'image de nombreuses zones inondables d'Afrique, est donc engagé dans une véritable guerre contre les eaux, dont l'enjeu est de désenclaver des populations et de prétendre aux bienfaits du progrès et de la mondialisation. Mais la nature est puissante, et se dresser contre elle nécessite des moyens que les hommes n'ont pas toujours imaginés par avance. Dans ce nord du Congo, ce sont désormais des milliards de francs CFA qui doivent couler à flot pour venir à bout du chantier.
Bon, on ne peut pas trop regretter, parce que bon, on est dans une zone fluviale, malgré le fait que Moussaka sera encadré et surélevé, mais quelque part il y aura toujours la présence des eaux. Mais sauf qu'on n'aura plus la possibilité d'amener tous ces biens-là devant sa parcelle, parce que dans les temps on pouvait l'amener jusqu'à sa porte et sortir le matériel qu'on pouvait s'acquérir. Dans la région de la Cuvette, d'importants gisements de pétrole ont été repérés et déjà, la course est lancée au niveau international pour son extraction. Moussaka pourrait bien, alors, atteindre son objectif et devenir la capitale économique à laquelle tout le monde rêve. Mais à Bonga, on ne renonce pas. Je peux vous confirmer que quand l'électricité arrivera ici, le modernisme arrive ici, dans Bonga, je peux vous confirmer qu'il y aura, vous ne le verrez plus la forme que vous l'avez vue aujourd'hui ici. Vous allez voir peut-être le village va se largir, ça sera peut-être plus grand, 2 fois plus grand que Moussaka.